Bonjour et bienvenue sur Aime l'innovation, l'émission qui vous fait découvrir les pépites de notre territoire. Aujourd'hui, je reçois une chef d'entreprise atypique, hors norme, atypique et hors norme par la qualité de son engagement pour ce territoire et atypique et hors norme pour l'activité qu'elle développe. Corinne Versini, bonjour. Vous êtes directrice générale de Genesis Inc. Vous aimez rappeler que votre entreprise porte le nom d'un groupe rock bien connu. Exactement. Si on veut gagner un peu en notoriété, il faut avoir des références qui parlent à tout le monde. Et Genesis, en plus, j'adore Phil Collins. Donc Genesis, c'était quelque chose qui me parlait. Donc je me suis dit, Genesis Inc., c'est bien parce que ça va rappeler ce nom. Et puis, on va parler aussi des encres que nous faisons. Alors Genesis, exactement. Voilà. Et Inc. comme les encres, effectivement. Exactement. On vous connaît pour l'engagement politique récent que vous avez eu. Soutien de première heure d'Emmanuel Macron et représentante dans les Bouches-du-Rhône de La République En Marche. On avait eu très peur pour vous. Vous aviez annoncé que vous pouviez perdre votre entreprise. Qu'en est-il aujourd'hui ? Alors, perdre l'entreprise, non, c'est pas ce que j'avais dit. J'avais dit qu'on m'avait suspendu de mes fonctions de direction générale, ce qui est normal. Une entreprise doit avoir ses dirigeants qui sont très, très impliqués en permanence. Or, quand vous faites une campagne législative, ça vous demande beaucoup de temps, c'est très chronophage. Et donc, les investisseurs, je suis quand même la plus grosse actionnaire, donc les investisseurs qui sont actionnaires de ma société, même dans une moindre mesure, m'avaient demandé de me mettre en suspens. Quoi qu'il arrive, même si Genesis Inc. est mon bébé, et même si je n'ai pas du tout envie de la laisser, Genesis Inc. doit perdurer par-delà les dirigeants, par-delà Corinne. C'est pas Corinne qui doit se développer, c'est Genesis Inc. et c'est l'entreprise. Donc tout est en place quoi qu'il arrive pour que même si demain il m'arrive quelque chose, on ne sait jamais. Hein, je vais pas dire si je me casse la jambe parce que si je me casse la jambe, j'irai continuer à travailler. Non, mais s'il arrive un drame, la société doit perdurer et elle perdurera. La preuve, c'est que pendant 3 semaines, j'ai pas exercé les fonctions de directeur général et que ça a continué à tourner comme si de rien n'était. Alors tout de même, c'est vous qui avez emmené cette entreprise là où elle en est aujourd'hui. Vous venez d'être récompensé, sélectionné par la French Tech comme faisant partie des 1000 entreprises qui vont changer le monde de demain. Et les 2 seules entreprises qui opèrent dans les nanotechnologies, les nanoparticules. Qu'est-ce que c'est au juste ? Alors, les nanoparticules, c'est une façon de travailler la matière totalement différente parce qu'aujourd'hui, tout le monde connaît ce qu'on appelle la physique de Newton. Vous savez, la pomme qui tombe de l'arbre, ça c'est la gravité, c'est de la physique newtonienne. Et il y a une autre physique qui s'appelle la physique quantique et dans laquelle la matière n'a plus du tout les mêmes propriétés. Et les nanoparticules ne travaillent pas selon la physique newtonienne, mais selon la physique quantique. Donc on se retrouve avec des bizarreries. Vous avez par exemple, quand vous avez de l'argent, une boucle d'oreille en argent, pour la faire, il a fallu fondre l'argent à 960 degrés. Moi, quand je fais des nanoparticules d'argent, elles fondent à 20 degrés. Donc je peux les manipuler sous forme liquide à température ambiante, les déposer et avoir un métal d'argent pur et conducteur. Et c'est le but. Vous avez parlé de bizarreries et c'est bien ce qui inquiète la société aujourd'hui. Les nanoparticules sont au premier rang des substances dites toxiques ou en tout cas suspectées d'être toxiques. Qu'en est-il exactement ? Les nanoparticules sont toxiques si on les avale. À partir du moment où vous ne les avalez pas, il n'y a pas de risque parce que ça ne passera pas la barrière du derme. Il y a énormément d'études qui ont été faites et qui démontrent que donc, elles ne sont pas toxiques si elles ne sont pas sous forme de poudre. Et donc Genesis Inc. se refuse à faire des particules sous forme de poudre. Quoi qu'il arrive, nos particules sont toujours sous la forme d'un liquide. Elles sont donc emprisonnées dans un solvant qui, soit dit en passant, peut être plus dangereux que la nanoparticule elle-même. Donc nous prenons des précautions de chimistes de base pour ne pas avoir de toxicité. Et nous avons eu des examens de la CARSAT et du CEA. On rappelle ce que c'est, la CARSAT ? Alors la CARSAT, c'est la sécurité sociale qui fait les études pour les toxicités et pour s'assurer que les employés des entreprises ne sont pas exposés à des dangers. Et donc, elle est venue faire une inspection chez Genesis Inc. Et en fait, elle n'a rien trouvé au niveau nanoparticulaire dans l'atmosphère. Et ça, c'est une volonté
parce que ce que nous voulons faire, c'est vraiment faire du green tech, faire des matières premières qui soient propres, des matières premières qu'on ne va plus chercher au fond de la mine. Vous savez, en électronique, vous avez beaucoup de matières premières, ce sont des enfants au fond de la mine qui vont avec juste leurs mains. C'est juste une horreur, hein. Ça se passe en Afrique du Sud, en Centrafrique, et il y a des à la recherche des terres rares. Hein. Exactement, et il y a des guerres à cause de ça. Donc nous, notre objectif, c'est de remplacer ces matières premières par des choses qui vont sortir du laboratoire, de façon à ce que peut-être un jour ces enfants n'aillent plus au fond de la mine, mais aillent à l'école et que nous, on remplace par des choses moins toxiques ces matières premières, ces terres rares qui polluent énormément. Alors comment ça fonctionne exactement? Vous avez parlé d'encre. C'est une encre qu'on dépose avec laquelle, comment on écrit sur une feuille de papier? Presque. Ça se dépose avec des imprimantes. En fait, ce qu'on fait, on appelle ça de la fabrication additive. Aujourd'hui, quand vous faites de l'électronique pour faire un portable, un smartphone, pour faire un display, une télévision, pour faire quoi qu'il arrive dans l'électronique, vous allez travailler de façon soustractive. C'est-à-dire qu'on va déposer une grande couche de matière première, quelle qu'elle soit, qui sera une matière active électronique. Et ensuite, on va dessiner, puisque c'est de l'électronique, des circuits imprimés, on va dessiner sur cette grande couche le dessin qui va nous permettre d'avoir quelque chose d'efficace en électronique. Nous, on travaille de la façon inverse, c'est-à-dire qu'on va, dès le départ, utiliser beaucoup moins de matières premières, parce qu'on va juste se contenter de dessiner avec une imprimante directement le schéma qui va nous permettre d'être efficace en électronique. Quand on parle de dessiner, on dessine bien sûr des circuits intégrés. Exactement. Hein, on dessine des circuits imprimés. Mais pour une fois, dans l'histoire de l'électronique, cette fois-ci c'est vrai, ils sont vraiment imprimés et ils sont vraiment mis les uns au-dessus des autres. On parle beaucoup de la taille, de l'importance de la taille du fil qui permet de véhiculer les électrons. Qu'en est-il de ces nanoparticules? Elles sont extrêmement ténues. Elles sont extrêmement fines. On est dans l'ordre du milliardième de mètre. Pour vous donner une image, si je mettais une nanoparticule sur ma main droite et sur la main gauche une balle de tennis, et que je faisais croître l'un aussi vite que l'autre, quand la nanoparticule a la taille de la balle de tennis, la balle de tennis a la taille de la Terre. Donc on est dans l'infiniment petit. C'est d'ailleurs pour ça qu'on change les propriétés de la matière. Ce qui nous bloque aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive pas à déposer de façon industrielle suffisamment fin. Alors que quand vous faites du soustractif, que vous dessinez au laser, vous êtes extrêmement fin. Mais on est en train de rattraper petit à petit ce retard qui devrait, d'ici 3-4 ans, ne plus nous bloquer au niveau des téléviseurs, au niveau des LED, des OLED, au niveau donc des lampes, des téléviseurs, des smartphones et compagnie. Qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire? Vous êtes en train de nous dire que finalement, comme on va pouvoir imprimer chez soi en 3D, on va pouvoir imprimer chez soi un circuit intégré? Alors non, quand même pas, parce que c'est assez compliqué de faire ce genre de petits joujoux. Il faut faire ça dans des salles blanches, il faut faire ça avec énormément de précautions. Forcément, dès que vous manipulez quelque chose d'électronique, on se rapproche de l'électricité. Dès que vous allez avoir quelque chose qui va être un peu oxydé, un peu abîmé, ça va plus marcher. Donc on n'est pas encore au niveau du 3D de faire son propre smartphone à la maison. Mais on va arriver à simplifier les processus de fabrication de ces smartphones. Alors d'abord, c'est pas sûr que ça fasse baisser le prix. Ça va peut-être faire monter les marges des gens comme Apple et compagnie, parce qu'on va pouvoir baisser le coût. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'on va utiliser beaucoup moins de matières premières. Donc on va moins gâcher. Donc on va pouvoir mieux recycler. Alors vous vendez quoi? Vous vendez l'encre? Moi, je vends la matière première. La matière première. C'est ça. Pour donner une idée du prix, le gramme est à combien? Je vous donne le prix au kilo, c'est 2500 € le kilo. 2500 €. Voilà, c'est compétitif, on est largement compétitif. D'accord. Oui. Il faut voir le prix une fois déposé. Avec 2500 €, vous allez déposer 800 mètres carrés d'écran télé. Donc vous imaginez. C'est que dalle, parce que ça fait à peine 1 mètre carré quand vous avez une grande télé, quoi. D'accord, c'est à peu près le prix du caviar. Les industriels qui se fournissent dans ce caviar-là, dans ce caviar électronique, sont qui au juste?
Aujourd'hui, ce sont surtout des startups comme nous, enfin des startups, il y a des grands groupes qui fonctionnent comme des startups encore. C'est-à-dire, vous avez des gens comme dans le photovoltaïque, par exemple, les nouvelles méthodes du photovoltaïque, Armor. Armor, nous avons la chance de travailler avec eux et j'espère que nous serons le fournisseur référence d'Armor très bientôt. Nous avons été qualifiés par des gens comme 819 et Eliatech pour rester dans le même domaine. Et puis, nous travaillons avec des gens qui fabriquent ce qu'on appelle des limandes. En fait, ce sont des plaques sur lesquelles on va imprimer des circuits imprimés et sur lesquels on va coller des petites puces, des petites chips. Voilà, on travaille avec des gens comme ça. Mais ils ne sont pas connus parce qu'ils travaillent en sous-traitance de grands comme Apple, Samsung. Évidemment, vous ne travaillez pas en France, ou très peu en France. Très peu en France. 90% de votre chiffre d'affaires à l'international. Aujourd'hui, il se développe plus vite à l'international. En fait, on a d'abord été connus en France. Forcément, c'était plus facile d'aller à côté que d'aller en Asie. Mais il se développe beaucoup plus vite à l'international qu'en France. Et ce que j'aimerais faire, ça c'est mon rêve depuis 2013, c'est mon leitmotiv. Création de l'entreprise en 2013. Oui, non, 2010, mais 2013 on a fait un pivot et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un pivot, c'est-à-dire qu'en fait c'est une façon élégante de dire qu'on s'est planté et qu'on repart à zéro. Voilà, pour être très clair. Donc 2013, création de l'entreprise. On va dire, voilà. Et votre rêve depuis? Et mon rêve, c'est de faire la même chose qu'on a fait à Marignane pour Eurocopter. Il faut qu'on le fasse sur Rousset pour l'électronique. Parce que Rousset, demain, où vous êtes installé. Voilà. Rousset, on a ST Microélectronique, on a des grandes électroniques qui sont là. Il faut qu'on se groupe, qu'on fasse comme les Amants savent très bien faire, qu'on aille chasser en meute. On crée un écosystème. Là, on retrouve votre fibre territoriale engagée, militante. Oui. Vous savez que la PACA, la Provence-Côte d'Azur, cette région peut apporter 1% de PIB qui manque à la France. Donc il faut qu'on s'y mette tous. Mais bien sûr, mais c'est vrai, si on développe cet écosystème, si on veut faire une Silicon Valley en France, le cœur va être ici. Ça va partir de Grenoble, ça ira jusqu'à Nice, mais le cœur sera ici. Alors, votre rêve? Mon rêve, c'est de faire la même plateforme que à Marignane, qui s'appelle Henri Fabre, la faire à Rousset, pour qu'on ait énormément de start-up et même d'étrangers qui viennent. On discute depuis des années avec des Japonais, mais les Japonais, c'est toujours très long. Mais une fois que vous avez la confiance de ces gens-là, culturellement, ils ne vous quittent plus. Ils sont capables de vous signer des contrats sur des dizaines d'années. Et donc, on discute avec des Japonais pour qu'ils viennent s'installer ici. Parce qu'ils cherchent où implanter leur centre de recherche et leur centre logistique. On sait très bien que centre de recherche en France, avec le CIR, on est les mieux placés d'Europe. Et la logistique, on est le barycentre de la plaque Europe-Afrique. Donc, si vous voulez servir à la fois l'Europe et l'Afrique, il faut venir ici. On espère qu'ils auront reçu le message. En tout cas, on milite pour. Je le répète sans arrêt, vous inquiétez pas. Merci beaucoup, Merci Corinne. Quant à nous, on se retrouve pour une prochaine émission. Et d'ici là, Care and Share.